C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous donnons le micro à l'humoriste Panayotis Pasco, 21 ans, qui dans ce 22e épisode se raconte sans filtre. Pour commencer, voici sa définition bien à lui du bonhomme. Un bonhomme? Un bonhomme ou un homme? Un bonhomme. Un bonhomme? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah putain, un bonhomme, moi ça m'évoque un enfant. J'ai l'impression que bonhomme, il y a quelque chose de tout mignon. Oh mon petit bonhomme, je sais pas pourquoi ça m'évoque, ça me fait une petite Madeleine de Proust très bizarre. De quand j'étais petit et que ma mère me montrait à tout le monde et qu'on me disait oh le petit bonhomme, ça devient un vrai bonhomme. J'ai l'impression que bonhomme c'est une envie de validation. Quand on devient un bonhomme, c'est que y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des poils qu'on poussait quelque part. Du coup, ma question d'après qui est toi, t'es un bonhomme? Je sais même pas ce que ça veut dire. Je te jure, c'est bizarre, mais je me suis jamais vraiment posé ces questions parce que tu sais, bon, il y a beaucoup de gens qui te demandent qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que ça fait qu'être une femme, c'est quoi la distinction, parce qu'il y a dans le débat en ce moment public et c'est génial, hein, il y a beaucoup de questions sur le genre, etc. Et je crois que je me suis jamais vraiment posé les questions et j'ai l'impression que notre génération, elle se pose plus trop cette question-là de la différenciation entre hommes et femmes et tout, donc je me pose jamais la question en tout cas de si je suis un homme, est-ce que je suis vraiment un homme, est-ce que c'est ça un homme, est-ce que là je fais ça, du coup c'est un truc d'homme, est-ce que ça c'est plutôt un truc de meuf, est-ce que j'ai le droit de croiser les jambes quand je te parle, est-ce que j'ai le droit dans le métro d'ouvrir mes jambes, est-ce que je dois les faire, est-ce que tu vois, j'ai l'impression que c'est juste plus fluide et que il y a moins de questions qui se posent. Les hommes de ta vie, qui t'entourent, ouais. Ou les bonhommes, mais on va dire les hommes vu ta définition. Les bonhommes, c'est qui? Il y en a plein. Il y a mon frère Paul qui m'aide beaucoup pour plein de choses, qui est je pense la personne que j'ai le plus essayé d'être dans ma vie. Donc plus grand que toi. Ouais, il a presque 10 ans de plus que moi et ça a été le premier dans ma famille à aller à contre-courant parce qu'il est très artiste. Je pense que c'est le plus artiste de nous tous. On est 6, moi j'ai 6 frères et sœurs et c'est le plus artiste, c'est le plus je trouve celui qui écoute le plus son instinct, qui fait le plus confiance au trait. C'est juste il trace des choses, il se pose pas de questions, juste il pose un crayon sur une feuille, il est heureux et moi il m'impressionne. Il a beaucoup plus de charisme que nous tous, mais c'est une vraie figure en tout cas qui a été très importante pour moi. Mon père aussi évidemment, mais lui j'ai plus au début essayé de me construire contre lui, comme beaucoup d'enfants. Parce que trop dur avec toi et pas du tout. Coup, Non, il a pas été dur et c'est un vrai papa. Mais en fait, y a les enfants, il y a deux manières. Hein. Soit tu vas complètement dans la voie de ton père, soit tu essaies de faire complètement l'inverse. C'est souvent très peu d'entre deux. Et ouais, mais il y a plein de. Regarde Michael Jackson par exemple. Il s'est construit contre son père, il est devenu blanc quand même. Donc il y a un truc. Tu sens que c'est vraiment t'as une envie en tout cas de construction à l'inverse de ce qu'a pu être la figure paternelle. Et moi, c'était vraiment dans l'envie de mon papa, comme j'en parle dans le spectacle, on en parlait tout à l'heure, mais il est très, introverti sur ses sentiments, sur ses émotions. Il est très porté par un combat. Il a toujours des combats. Il se bat il est toujours dans le débat, dans l'invective, et il est très dur sur ses émotions. Rien ne transparaît, rien ne sort. Et pendant très longtemps, quand j'étais petit, je pensais qu'il avait pas d'émotions. Et en fait, je crois qu'il en a trop. C'est juste que des fois, il a des pics. Et il sait pas comment faire sortir les choses. Et je pense que j'ai capté ce truc quand j'étais jeune. Et en même temps, il y a mon frère qui se construisait un peu contre mon père, mais qui d'un autre côté, on avait rien à foutre, qui était juste un artiste, qui faisait de la musique, des clips, qui faisait du théâtre, qui faisait tout ça. Et puis je voyais ça, et je voyais mon frère qui passait son temps à utiliser ses émotions pour faire passer des choses incroyables, et mon père qui faisait des choses incroyables, mais en mettant complètement les émotions sur le côté. Et donc j'ai eu une sorte un peu de schizophrénie entre les deux, et pendant un moment je me suis dit putain, j'ai envie d'être mon frère, et du coup je me suis construit à l'inverse de mon père, mais il a été très important pour moi, il l'est encore, et c'est quelqu'un moi, c'est mon vrai héros de ma vie, hein, c'est mon papa. Et après en figure homme autour de moi très importante, il y a des humoristes qui m'ont beaucoup aidé. Alex Lutz, qui a été un des premiers qui m'a aidé dans ce milieu-là. Fari, qui a mis en scène mon spectacle, qui est aussi un de mes plus gros potes. D'ailleurs, dès que je termine ce podcast, je le rejoins là, mais qui m'a aidé à écrire le spectacle, qui m'a fait monter sur scène.
quand j'ai décidé de démissionner de la télé. Il m'a aidé d'ailleurs à prendre cette décision et c'est lui qui m'a forcé à monter sur scène. Il y en a plein, Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste montréalais que j'admire, qui est mon gros sensei pour la scène. Il y a Jason Brokers qui m'a appris à faire des blagues. Il y en a plein, donc je suis vraiment je suis vraiment le petit frère de plein de gars partout. Est-ce que ta mère, c'est un modèle dont tu as pris des particularités aussi? Complètement, ouais. Ouais. Elle a un truc qui est assez fort, c'est que elle base toutes ses réactions sur ses émotions. En fait, elle fait plus confiance à ses émotions qu'à son intellect, dans le sens où, et ça je trouve ça trop fort, et c'est un truc que j'aimerais de temps en temps réussir à faire, c'est qu'elle est pas dans le calcul. Tu sais, elle vit des trucs, elle se les prend en pleine tête, elle ressent quelque chose, une boule, et elle ajuste le reste en fonction de la boule qu'elle a dans le bide. Alors que nous, en tant qu'hommes, et c'est là où on peut parler de définition de ce que c'est qu'être un homme, j'ai l'impression qu'on nous a souvent appris à ne pas écouter cette petite boule, et à se dire, ok, fais abstraction de ça, essaie de continuer, voilà, faut que t'ailles. Il fait froid ce soir, donc va couper des bûches. Et puis c'est pas grave si t'es fatigué, le dis à personne. Et j'ai l'impression que maintenant ça s'est répercuté d'une manière un peu différente chez les hommes, c'est que un homme qui parle de ses sentiments, souvent on dit que on dit souvent, moi je sais que quand je suis quelqu'un qui pleure souvent, et c'est souvent on me dit arrête de faire ta meuf, ou j'étais en mode qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas. Et du coup ma mère, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est que ouais, elle fait très confiance à son instinct de sentimental. Il y a un truc où tu sais, des fois, elle vit des choses, je lui dis des choses, et puis elle me coupe, elle me dit, je suis désolé, mais là, j'aime pas ce que tu me dis, tu vois. Et je trouve ça trop fort, et j'aimerais être capable de faire ce genre de choses. Et ouais, elle m'inspire beaucoup de ce côté-là, tu vois, juste être beaucoup plus à l'aise avec ce qui me traverse. Il y a des sœurs dans votre fratrie? Ouais, j'ai 2 sœurs. Elles, justement, vis-à-vis des émotions, elles se différencient des garçons de la famille, elles sont plus comme ta mère, ou non, c'est réparti? Ouais, j'ai une sœur qui est très, très émotive, qui est, oui, dans ce cas, qui a pris beaucoup de ma mère, qui est très émotive, qui a beaucoup des gros pics d'émotions, et moi j'ai grandi avec elle parce que c'est ma sœur qui est la plus proche de moi, on a 2 ans de différence, et là elle est devenue maman d'ailleurs, donc c'est trop cool. Et puis ouais, elle a des énormes me pique, tu vois, des fois elle rigole et d'un seul coup elle se met à pleurer, moi je suis en mode waouh, je sais pas gérer ce truc. Et en fait moi ça m'arrive, mais tu vois, des fois je rigole et d'un seul coup, des fois je suis en soirée, moi par exemple ça mes potes ils détestent quand je fais ça, je suis en soirée, je rigole avec les gars, je danse et tout, et d'un seul coup je deviens triste, je regarde dans le vide et je me barre et ils sont en mode qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais il se passe quoi, une musique, un truc? Je sais pas, je te jure, j'ai aucune idée, et j'aimerais savoir, mais je pense que je me pose pas la question, juste je l'enfonce et je me dis je vais rentrer chez moi, puis je m'allonge dans mon lit, je regarde le plafond et je pleure tout seul, mais je pleure pendant une demi-seconde et après je fais arrête, faut que tu sois un homme, et puis je m'endors. Bref, et donc ouais, quand je vois ma sœur faire ça, je me dis putain, il y a une liberté quand même que j'aimerais avoir des fois. Tu te souviens du petit garçon que t'étais? Oui, putain, il y a pas longtemps là pour Noël, je suis retourné dans ma maison d'enfance et putain, j'ai hésité en plus à le montrer à ma prod et tout, mais quand j'étais petit, je faisais du dessin et j'ai retrouvé un dessin dans ma chambre qui était affiché dans un coin, mais en fait il y avait ma mère, elle entrepose des affaires partout, dans toutes nos chambres. Dès qu'on revient, il y a des cartons partout et tout, et donc à un moment je bouge des cartons pour dormir parce que c'est Noël et je veux dormir, et genre je vois un dessin, et c'était un dessin que j'avais fait quand j'étais petit, c'était mon premier travail de fin d'année de dessin quel âge, d'école de dessin, je devais avoir 13 ans, 14 ans, ado. Et le dessin, c'est très bizarre, mais le dessin c'est une falaise et il y a que des personnages connus. Donc il y a genre, je sais pas, il y a Totoro, il y a Tintin, il y a les Schtroumpfs, et qui sont en train de pousser un gars d'une falaise, et le gars c'est le seul personnage qui est pas connu, et il est habillé en robe. Et il tombe, et genre il y a un arbre, il y a une sorte de branche à laquelle il peut se rattraper, mais il peut même pas se rattraper parce qu'il a des gants de boxe. Donc il peut même pas attraper, et il tombe, et il va mourir, et c'est ça le dessin. Et je l'ai apporté à ma mère et j'ai dit donc je ramène ça à la maison et tout va bien. Personne se dit que le gamin il a des soucis, quoi. Et donc ouais, j'étais un gamin un peu bizarre. Bizarre parce que t'étais renfermé ou j'ai été pendant très longtemps l'inverse de renfermé, c'est-à-dire que je parlais de tout à tout le monde, et pendant un moment j'ai compris que ça me jouait des tours de faire ça, et donc j'ai arrêté de parler et je me suis beaucoup renfermé et j'ai commencé à bouffer beaucoup d'art. Je faisais entre autres chier ma mère pour qu'elle m'achète des albums, genre j'écoutais beaucoup de musique des années 80 et tout, puis après j'ai commencé à aller chiner des vinyles et tout, et donc il y avait un truc sur la musique, et puis je regardais beaucoup d'humoristes, donc je regardais énormément de films. Dès que je rentrais de cours, je me mettais à faire des films, et puis après à partir de mes 14 ans, j'ai commencé à faire, 13-14 ans même, j'ai commencé à faire des interviews, où j'étais fan des humoristes, et donc j'allais à la sortie des cafés-théâtres, à Paris, je prenais le RERD et tout, j'allais à Paris. Au point virgule d'ailleurs, souvent. Les interviews pour toi ouais, je faisais des petites Au début, c'était pour moi. C'était vraiment parce que j'étais fan d'humoriste. Donc j'allais leur poser des questions. Qu'est-ce que ça fait d'être humoriste? Comment tu fais? Blablabla. Puis à un moment, j'ai compris que c'était parce que j'assumais pas trop le fait que je voulais en devenir un. Et donc j'allais les interviewer comme un petit stagiaire, tu vois. Mais donc j'ai toujours été un peu
chelou dans le sens où j'aimais beaucoup le malaise. Je me nourrissais beaucoup du malaise. C'est-à-dire que j'étais très heureux quand les gens autour de moi étaient mal à l'aise, parce que d'un seul coup, ça me mettait en confiance. Et donc, je jouais beaucoup avec ça quand j'étais plus jeune. J'étais un peu tête à claque. Ouais, j'étais un peu chelou. Mais j'étais pas genre chelou, genre, tu sais, l'artiste bizarre qui se fait des scarifications dans un coin, tu vois. Donc, pas du tout. J'étais genre... j'étais cool, normal et tout, mais juste très dans son coin et avec des idées très bizarres, très particulières. J'aimais beaucoup créer des gros trucs avec plein de potes, des gros projets, des trucs. Pas spécialement timide, donc. Non. Et du côté de la masculinité, tu sais un peu comment tu t'es construit, enfin comment s'est construite ta masculinité. Est-ce qu'au collège, il y avait des codes que tu respectais dans le style, dans les goûts, est-ce que... En primaire, je me souviens que ça a été compliqué, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire justement les garçons et les filles. Et en primaire, je me souviens que c'était un peu compliqué parce que j'étais le seul qui détestait le foot, qui ne jouait pas au foot, qui jouait pas au sport et tout. Et moi, je collectionnais les didoles. Et donc j'ai changé des didoles à la récré avec les meufs. Qui était normalement, oui, voilà. Ce qui était très compliqué. Ouais. Ce qui était très dur. Et à un moment, je me souviens avoir fait semblant de jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Pour faire genre, regardez, je suis un mec, j'ai un pénis. Je joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Et je me souviens que moi-même, je me disais, putain, c'est ridicule. Alors que c'est genre en CM1, mais je me disais, putain, c'est ridicule. Et ouais, donc je me souviens que c'est la première fois que je me suis dit, ok, il y a des codes, si tu les respectes pas, on t'aime pas. Et après, quand je suis arrivé au collège, la chance que j'ai eue, c'est que je faisais beaucoup de blagues. Et donc, même si j'étais un peu efféminé, j'avais la chance de pouvoir faire fermer des gueules. Tu vois, genre, dès qu'on allait me taquiner, j'avais toujours la meilleure blague. Et du coup, ça m'a aidé quand même à... Même à un moment, je suis devenu méchant. Un peu trop. Mais d'un autre côté, c'était cool. Tu vois, ça faisait vraiment mec. Genre, le mec, il a pas de pitié, tout ça. C'est vraiment, waouh, c'est un vrai bonhomme. Et donc, ouais, c'est là où je me suis rendu compte que putain, il y avait quand même des codes à jouer. Et au début, je l'ai fait un peu inconsciemment. Après, j'en ai eu honte. Après, je l'ai fait de manière un peu plus naturelle. Et puis après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai un peu laissé tomber tout ça. Oui, t'as fini par assumer qui t'étais. Et ça a été plus simple, ouais. Ça a été plus simple. Moi, faut quand même savoir que j'ai entre autres choisi mon lycée parce qu'il y avait une fille dont j'étais amoureux qui était dans ce lycée-là. Donc c'est vraiment le mec nul, quoi. Et vraiment finalement, ça a été concluant. C'est la fille dont je parle dans le spectacle, donc non, hein, mais... Tu l'as vue à poil alors? Elle est bien foutue. Et c'est une vraie blonde? Et de quelle couleur ça tout? Putain, les mecs, vous êtes vraiment, mais alors vraiment lourds. Non, c'est vrai quoi, arrêtez. Alors, ces demoiselles, là, qu'est-ce que je leur sers? Faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec 5 pailles, madame. Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule? Oh nom de Dieu! Ouais, je sais pas, je te jure, je saurais pas définir ma masculinité. Parce que... Je sais pas. Je crois que je suis beaucoup plus à l'aise dans mes bottes en tant qu'homme depuis que je monte sur scène. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a fait découvrir certaines portes que j'aurais pas ouvertes facilement, ou du moins que j'aurais mis du temps à ouvrir dans la vie. Sur scène, ça m'a permis de les ouvrir plus facilement. Et entre autres, des questions de genre et tout, parce que dans le spectacle, je joue des personnages féminins, comme tous les humoristes jouent tout le temps des personnages féminins par moment. Et je sais que ça m'a rappelé des moments quand j'étais petit, que je faisais des trucs un peu de meuf, et que mes potes ils me disaient mais arrête de faire la meuf, ou tu sais, genre rouler les poignets ou des trucs dans le genre. Et je me souviens que d'avoir testé tout ça sur scène, ça m'a rappelé un peu, ça m'a comme ouvrir une sorte de spectre où je pouvais voir, ah ok, donc ça c'est censé être une meuf, ça c'est censé être un mec, d'accord. Et je vois que le pont entre les deux, il est beaucoup plus petit que ce qu'on pense en fait, et que c'est très facile de passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait de questionnement pour autant. Très concret, tu vois. Donc ça c'était cool. Et t'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique? Ouais. Quand j'étais petit, ah ouais putain, je sais pas si chez GQ c'est classe d'en parler. J'avais un groupe de potes et j'ai été celui dont la caquette a mis le plus de temps à pousser. Et ça c'était vraiment, je te jure, ça a été dur de ouf. Parce que quand t'es petit et que d'un seul coup il y a un de tes gars dans ton groupe qui sa caquette et pousse et qui te dit ouais mais qui t'a fait ça et tout, et t'es en mode bah moi non, mais tout le monde fait ouais de ouf, moi aussi, Brandon, moi aussi de ouf. Et puis en fait tous mes potes au bout d'un moment c'était vraiment le cas, et moi j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc je me souviens que là j'ai eu une période genre d'une année où j'étais très très mal à l'aise avec moi, et genre dès que je me mettais en jogging pour le sport je me dis ouais mais c'est pas possible, j'ai vraiment une petite caquette et tout. Puis après tout s'est bien, tu sais, mais j'ai eu peur pendant un moment, je me suis dit ça se trouve j'ai une maladie. Je me souviens, je faisais des recherches le soir sur l'ordi de la famille, genre micro-pénis et tout, genre je tapais des trucs, c'était horrible, j'avais peur, je te jure. Et puis après tout est bien allé, mais en fait, et après j'ai appris justement quand on a eu les cours d'éducation sexuelle, c'est pour ça que c'est cool quand même les cours d'éducation. Genre bah la puberté elle tape à des âges différents selon certains hommes et tout, puis d'un seul coup ma voix elle a commencé à devenir plus grave, j'ai eu un peu des poils qu'on poussait, j'étais en mode ok heureusement merci. Mais sinon non, de tête j'ai jamais été
vraiment mal à l'aise. J'avais lu la peau grasse pendant très longtemps, ça a été un souci, mais j'ai arrêté de... En fait, la peau grasse, je l'ai perdue il y a genre 1 an. Et du coup, quand je suis arrivé à la télévision, je traînais un peu plus à Paris, donc des fois j'avais des rendez-vous amoureux dans des restos et tout. Et je faisais bien attention à ce que ce soit toujours après qu'il fasse nuit, après que le soleil soit couché. Parce que comme ça, ma peau ne brillait pas. C'est quand même ridicule. Hein. Donc je voyais les gens à partir de 17h30 en hiver et à partir de genre 21h en été. Ce qui est quand même assez ridicule. Faut pas qu'il y ait les mauvaises lumières au mauvais endroit dans le resto quand même. C'est triste, hein, ouais. Et du coup, le fait de te voir à la télé, là, de monter sur scène, ça fait pas ressortir soit des complexes ou au contraire donner une assurance sur son physique, d'avoir une validation Je crois que ça met plus en une assurance. J'ai l'impression que ça... Il y a un truc qui est particulier sur scène, c'est que pendant un moment, t'es pas vraiment toi. C'est-à-dire que je sais plus quel artiste musical disait le plus dur... Tu sais, un artiste musical de génie, genre... et il disait le plus dur, ça a été d'apprendre à jouer comme moi. Il disait pendant longtemps je savais jouer comme Bach, comme Mozart, et le plus dur c'était d'apprendre à jouer comme moi. Et je pense que sur scène c'est un peu le trajet que beaucoup d'humoristes essaient de faire, c'est au final t'essaies d'être le plus toi sur scène. Et je trouve qu'il y a des humoristes, mais je pense qu'il faut avoir 20 ans de scène dans les pattes pour pouvoir essayer d'y arriver, mais j'ai l'impression qu'en fait, en vrai de vrai, souvent la personne de la vie devient ce que t'es sur scène, parce qu'il y a plus de distinction. Dans la vie, tu deviens tout le temps cet humoriste et ce personnage, et j'ai l'impression que les deux se mélangent. Mais je crois que sur scène, tu peux difficilement être toi, parce que justement, même si on l'oublie, etc., il y a quand même toujours un énorme regard qui est sur nous, qui fait que inconsciemment, il y a des choses qu'on se permet pas sur scène, qui fait d'ailleurs que quand t'es malade dans la vie et que tu montes sur scène, tu perds tout ça et t'as l'impression de plus être malade. C'est parce que d'un seul coup, ton corps, il se met un peu... en mode guerre mondiale, tu vois, il y a plus rien qui existe à part ces 250 personnes qui te regardent, et j'ai l'impression que du coup ça te met en confiance, mais pas sur ce que tu es vraiment, ça te met en confiance sur une sorte de personne idéalisée que tu as l'impression d'être, et tu te dis putain quand je regarde là ça met une belle gueule, les gens ils kiffent, donc... Et en fait je pense que soit ça peut nourrir un ego, et dans ce cas tu peux devenir un vieil artiste horrible qui monte sur scène et qui dit non laissez-moi tranquille, je monte sur scène dans 5 minutes, et soit tu peux devenir une petite merde comme ça, soit ça peut te donner confiance sur quelque chose que tu n'es pas, et donc ça te décale un peu par rapport à ton vrai toi. Et on en connaît aussi beaucoup des artistes comme ça où tu sens qu'ils sont un peu mal à l'aise avec eux alors qu'ils sont très confiants, très charismatiques, mais tu sens qu'il y a un truc au fond qui est pas très réglé. Et j'ai l'impression que c'est très dur au final d'être confiant de ce que tu es vraiment quand ton métier c'est de monter devant des gens et de faire croire que t'es quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Il y a un truc qui est un peu compliqué, et je crois que c'est assez quasi biblique, hein. Il y a un truc très, très mythologique et très dur, mais c'est un travail que je suis en train de faire. Moi, tu sais, je monte sur scène depuis peu de temps, et même si le spectacle, là, on commence les salles un peu plus grosses et tout, en vrai, je suis toujours un débutant. Ça fait 3 ans et demi que je fais de la scène, ce qui est rien pour un stand-upper. Côté succès avec les filles, Hey. Est-ce que déjà à la base t'es un séducteur et t'es plutôt content d'être sollicité, ou au contraire t'es romantique et du coup c'est pas forcément ça ta vision de Je la pense que rencontre? j'aime draguer, mais j'aime pas ce qu'il y a après. Enfin, j'en suis pas amoureux, dans le sens où j'aime la drague, mais ça correspond à notre métier, hein, aussi. Si on a appris tous à faire des blagues, c'est parce qu'on avait besoin d'une validation quelque part. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'avoir confiance. Souvent, les humoristes, ils ont très peu confiance en eux au fond, et ils cachent ces insécurités avec beaucoup de blagues, qui est faussement de la confiance en soi, de faire des blagues. Puis d'ailleurs, ça évite le conflit aussi, hein. Tu fais des blagues parce que tu veux éviter le conflit à la base, et du coup, je sais que moi, j'aime draguer. Du moins, j'aime sentir dans le regard de quelqu'un. En fait, j'aime ce moment où dans le regard de la personne, je sens qu'elle a envie que quelque chose se passe, mais j'ai pas besoin. En fait, dès que je vois ce regard, ça détruit en moi tout désir. Ce qui est très bizarre, hein, mais je vois une psy pour parler de ça, justement. Mais en gros, tu sais, j'aime bien draguer. Mais c'est vraiment, quand je parle de drague, c'est vraiment... Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être même quand je me fais interviewer par un journaliste pour un média ou par une journaliste. J'aime, tu sais, pas quand je te dis de la drague, c'est pas dans le sens pour de la ken après ou je sais pas quoi. C'est juste sentir. C'est un jeu de séduction. J'aime séduire, et c'est ce que je fais sur scène aussi, comme tous les humoristes. C'est une envie d'avoir une validation dans les yeux de quelqu'un, et à partir du moment où je vois cette validation, ça détruit en moi l'envie de séduire. Et du coup, d'un seul coup, ça devient très froid. C'est très particulier. Et après, moi j'ai vécu un truc il y a pas longtemps, j'en parlais, je sais plus où d'ailleurs, mais j'ai vu une fille, et elle est venue à mon spectacle. Ok, elle savait pas que je faisais de la scène, et elle est venue après à mon spectacle parce qu'elle avait vu des affiches. Et elle m'a dit ah, putain, faut que je vienne à ton spectacle et tout. Puis elle est venue au spectacle. Et dans le spectacle, à un moment, un moment où j'avais les larmes aux yeux sur scène, et je sors du spectacle et tout, et elle me dit mais c'est bizarre.
t'avais les larmes aux yeux sur scène, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je dis bah non, c'est tous les soirs je raconte ce truc, à chaque fois ça m'émeut. Et c'est plusieurs fois que je la voyais et tout, et elle m'a dit mais tu joues 4 fois par semaine? Je dis ouais. Elle m'a dit depuis combien de semaines? Je dis voilà, je sais pas. Et elle m'a dit et tous les soirs c'est pareil? Je dis ouais. Et elle m'a dit et tu le vis vraiment? Je dis ouais. Elle m'a dit mais tu te rends compte à quel point c'est bizarre? Et elle m'a dit genre moi je te connais dans la vie un peu et je t'ai jamais vu avoir ces émotions là. Et elle m'a dit ça raconte quand même quelque chose de très bizarre sur toi. Et elle m'a dit j'ai l'impression que t'es à l'aise avec tes sentiments quand tu sais où ça va, quand c'est toi qui décides, mais dès que c'est pas toi qui décides, tu te refermes. Je suis amoureux de l'idée de l'amour, mais j'ai du mal à être amoureux, j'ai du mal à accepter des sentiments. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime la drague, mais tout ce qui se passe après, je suis très mal à l'aise avec tout ça. Ça me fait un lien vers mon titre, sensibilité, dans mes questions. Wow, quel beau titre. Mais du coup, la question, c'était, t'es quelqu'un de romantique? Mais je pense qu'on a plus ou moins répondu à cette question, parce que si t'aimes l'idée de séduire, il y a une forme de romantisme. Ouais, j'ai fait des trucs romantiques. Je pense que j'aime le romantisme, qui est d'ailleurs le jeu des sensations, des émotions. Donc il y a un truc très marrant à mettre en scène des émotions, des sentiments, comme les faire sortir et voir une troisième personne qui est là pendant un rendez-vous et qui est nos émotions qui se mélangent. Il y a un truc très beau et très poétique. J'adore ça. Mais j'ai fait des trucs teubés, genre quand j'étais gamin, la première meuf dont j'étais amoureux, qui travaillait avec moi d'ailleurs à la télévision, et un jour je l'ai réveillée, je me souviens, genre à 6h du matin chez elle en toquant, j'étais tout nu avec des croissants devant ma table, tu vois. Et je sais pas, je crois que j'avais vu genre un film avant où il y avait une scène comme ça, je me dis faut trop que je le fasse. Et bref, mais j'aime faire des trucs un peu teubés, romantiques, je crois que j'aime ça. Après, être romantique et faire des trucs romantiques, c'est un peu différent. Je sais pas si je suis romantique ou si j'aime faire le romantique, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses, mais on en vient à ce que tu t'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à chaque fois, ou à coup sûr quand tu regardes un film, quand tu écoutes une musique, ou tu parlais de ton spectacle, ou tu es sûr qu'à chaque fois, oui, tu vas ressentir une émotion La solitude, souvent, moi, c'est le truc qui me fait le plus pleurer, que ce soit au cinéma, ou dans des bouquins, ou dès qu'il y a un récit de solitude, ou du moins quelqu'un qui est confronté à une solitude non désirée, ça me fait pleurer. Ça peut être des garçons comme des filles, des hommes comme des femmes. Ouais, c'est vraiment juste la solitude non genrée. Mais ouais, tu vois, là par exemple, j'ai regardé la série Rami. Je sais pas si t'as vu cette série de Rami Youssef. Il a gagné le Golden Globe, je crois, du meilleur acteur en mini-série et cette année. Et du coup, dans sa série, il y a un épisode où il raconte l'histoire de sa mère qui est très seule et qui est tellement seule qu'elle décide de devenir Uber, pas parce qu'elle a besoin de sous, mais juste pour pouvoir parler avec les gens à l'arrière. Et ça m'a tellement fait pleurer. Et ouais, la solitude, c'est quelque chose qui me frappe. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus pleurer, ou du moins qui me fait le plus peur. D'ailleurs, j'ai du mal à être seul. Et je pense que ça, c'est un trajet que je vais devoir apprendre à faire dans ma vie, parce que je crois que c'est dur d'évoluer quand t'es pas seul par moment, mais j'ai tout le temps besoin d'avoir quelqu'un, d'être avec quelqu'un. Et ouais, la solitude, c'est quelque chose qui m'émeut, à coup sûr, à chaque fois. Je sais pas à cause de quoi, en vrai. Peut-être parce que mes parents sont assez seuls, ils ont pas forcément beaucoup d'amis, que ce soit mon père ou ma mère. Et ils sont seuls à deux, en fait. C'est très bizarre. Par moments, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une solitude qui leur ressemble et ils traînent ensemble. Et ils s'aiment de tout leur cœur, mais il y a un truc où tu sens que le lien est pas très concret. Et du coup, il y a une sorte on dirait deux petites solitudes qui traînent ensemble, y compris une maison et une famille. Mais et du coup, ouais, je sais pas pourquoi ça m'émeut à ce point. Faudrait que je me pose des bonnes questions, mais je crois que ça me fait peur plus que ça m'émeut. Et du coup, je projette mes insécurités sur le film et d'un seul coup, je me mets à chialer. T'as 21 ans, c'est ça? Yep. Du coup, tu commences un métier assez jeune, tu peux te projeter. Et du coup, tu t'imagines à 40 ans quel type de personne, quel type d'homme, un père, Honnêtement, je sais pas. Je sais ce que j'ai pas envie d'être, mais je sais pas ce que j'ai envie d'être. Je sais que j'ai pas envie d'être... Je sais que j'ai envie de continuer à être curieux, dans le sens où, dans mon métier, je travaille avec beaucoup de gens qui ont plus de la quarantaine, et du coup, je croise beaucoup de gens, et souvent, j'ai l'impression qu'à un certain âge, t'arrêtes de te remettre en question, et juste, tu te dis, bon, bah, c'est ça mon trajet, je vais continuer. Et j'ai l'impression que... moi, c'est un truc que je trouve toujours dommage, quelqu'un qui est très sûr de là où il va. Et je pense que ce serait juste agréable de continuer à être curieux, dans le sens où, bah là, c'est normal, j'ai la vingtaine, tu vois, je suis en plein éveil artistique et éveil même social, sur plein de choses, que ce soit sur ma vie sentimentale, ma vie privée, ma vie amicale, ma vie professionnelle. Je sais pas du tout où je vais aller, je sais pas où je serai dans 5 ans. Je suis en train de découvrir plein de choses sur moi, plein de choses sur mon métier. Tu sais, par exemple, je vois mon père, des fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent devant lui, et il a tout de suite un avis dessus, où il sait si ça va fonctionner avec lui ou pas. Et des fois, ça m'énerve, tu vois, j'ai envie de dire, putain, mais arrête. Et j'aimerais juste essayer de continuer
cueillir des choses en me disant tiens, peut-être ce fruit sera bon. J'ai découvert le tiramisu il y a 1 an. Est-ce que tu te rends compte de ça? Avant, j'en ai jamais mangé. Il était temps. Ouais, mais du coup, ouais, j'ai envie de continuer à découvrir des tiramisus de la vie, quoi. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.